La bourse chute à cause de la guerre en Iran, les marchés sont en panique et le S&P 500 est en négatif depuis le début de l'année, mais aujourd'hui l'heure est à la performance. On va dans cette vidéo analyser mon portefeuille, mes performances et mes futurs achats. On commence directement avec le reveal de mon portefeuille. Donc actuellement en début mars, mon portefeuille fait 9512,56 euros à comparer évidemment avec les 6605 euros que j'avais le mois dernier du coup, notamment grâce à des renforcements, donc on va analyser tout ça. Comme on peut le voir, Adobe, en premier lieu, 10 actions, j'en avais donc 9. On est passé de 293 dollars à 269 dollars. Donc on voit que notamment mon coût d'acquisition, c'est-à-dire le montant que j'ai investi dans cette action, a augmenté. On est passé de 3176 9 actions à 10 actions 3450. On voit également que donc ma valeur boursière a légèrement augmenté par rapport au mois dernier. On était à 2639, aujourd'hui 2686. Et on voit également que mon PRU a fortement diminué. On est passé de 353 dollars à 345 dollars, avec notamment donc un PNL non réalisé qui était à l'époque de 537 et aujourd'hui à 757. Si on regarde plus en détail, Adobe aujourd'hui c'est une action qui, donc comme je vous l'ai dit, a pas mal chuté, mais j'ai quand même eu l'occasion de faire des renforcements assez récents. Voilà, on voit notamment un achat le 3 février, sachant que j'en avais fait un à peu près en mi-janvier, donc je vous avais partagé son existence. Donc un rachat un petit peu plus faible aux alentours des 270 dollars qui a pas mal diminué mon PRU et qui fait qu'aujourd'hui par contre je suis toujours à moins 22%, même si voilà, on voit quand même une certaine réaccélération, on va dire, de Adobe là, qui remonte un petit peu ces derniers jours. Ça se voit notamment sur la RSI qui permet de voir un petit peu la tendance haussière ou baissière de l'action. On voit qu'on a eu une très grosse tendance baissière là sur les 2 derniers mois depuis à peu près mi-décembre et que depuis on est légèrement en hausse en espérant évidemment que ça continue un petit peu plus haut. Si on regarde un petit peu plus en profondeur graphiquement, comme on peut le voir, on est sur une action qui chute encore et encore clairement, avec notamment donc une première très grosse chute jusqu'au à peu près 400 dollars, 350. On était remonté très légèrement aux 400 dollars et puis petit à petit on a fait que descendre clairement, donc pas forcément une situation très agréable en tant qu'investisseur, ça c'est normal, je vais pas vous mentir, mais en attendant, Adobe, je sais ce que ça vaut, je sais également que c'est une entreprise de qualité, comme on le voit juste ici, et ce qui lui a permis sur les 10 dernières années, malgré cette grosse chute, de prendre plus de 11,7% sur les 10 dernières années, ce qui est tout de même une très belle performance à comparer évidemment avec le fait que Adobe c'est quand même une performance depuis ses plus hauts de janvier 2024, une performance d'à peu près moins 60% quand même. Voilà, donc si on regarde sur les 10 dernières années, effectivement, voir du Adobe à 269, ça fait quand même 11% par an, et c'est pas si ridicule, en espérant évidemment qu'Adobe reparte à la hausse pour moi, et qu'ensuite on ait la possibilité finalement de faire le maximum de gains. Qui plus est, aujourd'hui Adobe est toujours selon moi une très belle opportunité, on le voit notamment, ici on a le graphique du price to free cash flow, qui est actuellement à 11,04, c'est-à-dire que pour 1 dollar de cash qu'Adobe génère en 2026, donc à l'heure actuelle, nous l'achetons 11 dollars, ce qui peut paraître quand même assez élevé, mais qui est à remettre également en comparatif avec d'autres actions qui ont des price to free cash flow bien plus élevés. Je pense à plein d'entreprises comme Nvidia, comme par exemple Microsoft, qui à l'heure actuelle est en chute libre et qui pourtant a encore un price to free cash flow de 38, ce qui est plus de 3 fois plus qu'Adobe, et pourtant la croissance n'est pas 3 fois plus élevée. Adobe c'est à peu près 11% de croissance, Microsoft on n'est pas sur du 40% de croissance par an, donc voilà, il faut tout remettre évidemment en comparaison, et également on peut voir que sur les 20 dernières années, c'est le plus bas niveau qu'Adobe a atteint sur les 20 dernières années, les 2 dernières décennies. On voit qu'on était descendu très bas aux alentours des 10 de price to free cash flow en 2009, également à peu près 12 de price to free cash flow en 2011-2012, et on voit qu'actuellement en 2026 on était redescendu à peu près à 10,80 avec ce fameux pic qu'on a vu en début 2024, donc effectivement une grosse chute de l'action, alors que les résultats à côté de ça, eux, sont plutôt positifs comme on le voit ici, notamment par exemple l'année dernière on a eu 10,5% de croissance du chiffre d'affaires, 25% du free cash flow, et donc tout ça, ça amène évidemment à une potentielle opportunité sur Adobe. Si on essaie de faire la valorisation de l'entreprise, on va pouvoir noter évidemment le cash, la dette, le nombre d'actions, le ticker et également le cash flow de l'entreprise actuelle, le free cash flow pardon de l'entreprise actuelle, et on voit que même avec des hypothèses
ultra conservatrice de 18 de price to free cash flow, alors que, eh bien, comme on peut le voir sur les 15 dernières années, on a plutôt eu une moyenne à 20-25 peut-être même 25-30. Sur les 20 dernières années, pareil, on peut dire 20-25, donc potentiellement une moyenne bien plus élevée que 18, et pourtant une croissance du free cash flow de 4%, on aurait un prix d'achat à 311 $, soit une sous-évaluation de 16%. Donc une entreprise qui serait déjà très sous-évaluée malgré des critères très très faibles. Si on diminue encore un petit peu pour essayer d'avoir le prix actuel, 270 $, ça équivaut potentiellement à un price to free cash flow de 15 et une croissance de 3% du free cash flow, ce qui nous donnerait aujourd'hui un price to free cash flow donc qui passe de 9 milliards 850 millions à un price to free cash flow dans 10 ans de 12 milliards 854 millions, soit une croissance de seulement 3 milliards de dollars du free cash flow, ce qui paraît quand même très facilement atteignable pour une entreprise qui croît à plus de 10% par an à l'heure actuelle. Voilà. Si à l'inverse on est un petit peu plus optimiste, donc on a un critère un petit peu plus neutre, moins conservateur, on peut se dire que potentiellement oui, on a une diminution du price to free cash flow, mais pas non plus une chute complète. Donc on pourrait se dire 18 de price to free cash flow, ce qui est plus faible évidemment que ces moyennes historiques, mais qui est quand même plutôt élevé par rapport à l'heure actuelle. Je vous rappelle qu'on est à 11 de price to free cash flow, et on aurait également une croissance du free cash flow qui pourrait tourner aux alentours des par exemple 6 ou 7% assez facilement, et qui nous donnerait donc une sous-évaluation de 30%, soit à peu près 16, peut-être 17 même, de 17% de performance par an sur votre action, ce qui en ferait une très belle opportunité qui battrait largement le marché. On retourne sur mon portefeuille avec Salesforce que j'ai récemment acheté, également 2 positions supplémentaires. On est passé de 10 positions qui faisaient 2424 $ à 12 positions qui font désormais 2813 $ d'investissement. Actuellement, tout comme Adobe qui a diminué par rapport au mois dernier, Salesforce c'est également le cas. On est passé d'une action à 211,60 $ à une action à 197, ce qui m'a notamment permis de faire donc 2 renforcements sur cette action-là, et ce qui amène du coup ma valeur boursière à 2362 $ contre 2116, avec notamment un PNL non réalisé de 449 $ contre 309 auparavant. Donc si on s'attarde un petit peu plus dans les détails également, on voit donc qu'on est actuellement sur une sous-performance de 16%, donc un petit peu moins marquée que Adobe. On voit également qu'on n'est pas du tout sur la même sous-performance, c'est-à-dire que Adobe on avait perdu plus de 60%, là aujourd'hui on est à plus de 50%. Voilà, donc c'est un petit peu léger. On avait racheté plusieurs fois, notamment aux alentours des 250 $ mon premier achat, et on voit que là actuellement j'ai acheté quasiment au plus bas aux alentours des 193-194 $, ce qui a diminué mon prix moyen à 234,49 $ contre un prix moyen qui tournait aux alentours des 242,5 $ auparavant. Donc diminution de mon PRU, dans lequel j'ai évidemment profité encore une fois de la RSI qui était très basse, comme vous pouvez le voir. On était sur une RSI qui avait diminué, qui était passée en dessous des 30, donc qui montre encore une fois qu'on a une diminution court terme, et qui peut-être comme Adobe pourrait repartir un petit peu à la hausse. C'est tout ce que je me souhaite évidemment, sachant que là je commence à avoir des positions qui sont quand même assez importantes par rapport à mon cash, et donc j'aimerais peut-être stagner ces positions, éviter qu'elles soient trop importantes pour ne pas comparer trop ma performance avec les plus petites actions de mon portefeuille que je ne peux pas renforcer parce que justement elles sont plutôt bien valorisées. À noter également que Salesforce est une entreprise de qualité qui tout comme Adobe se vend à un price to free cash flow actuel qui est extrêmement faible. Comme vous allez pouvoir le voir, on est sur 12,59. Donc on est plus valorisé que Adobe, comme on peut le voir, mais on est quand même extrêmement faible. Pareil, si on regarde sur les 5, 10, 15, voire 20 dernières années, on voit qu'on est actuellement au plus bas possible, aux alentours des 12. Le plus bas qu'on avait eu, c'était en 2008 à 16,09. Et encore une fois, on a cette espèce de SaaS-pocalypse, comme on entend parler énormément. En tout cas, on va dire la disruption des logiciels SaaS qui fait peur aux investisseurs, notamment à cause de l'IA qui entraîne beaucoup d'incertitudes et qui amène à des multiples de valorisation extrêmement intéressants. Donc là aussi on est légèrement plus élevé
que Adobe, ce qui fait que, comme vous allez pouvoir le voir, on est à 2810 $ d'investissement, ce qui est légèrement en dessous par rapport à peu près aux 3400 que j'ai investi sur Adobe. Et si on regarde encore une fois la valorisation, et bien tout comme Adobe, là on est sur des métriques qui sont similaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on prend un price to free cash flow de 18, sachant qu'on est descendu une seule fois sur les 20 dernières années à 16 et que depuis on n'était jamais redescendu, donc 18 ça paraît quand même assez faible, mais on est conservateur, et qu'à côté de ça on a une croissance du free cash flow de 6%, sachant que Salesforce nous garantit une performance de à peu près 10, 11, voire peut-être même 11,5% de performance par an de croissance de son chiffre d'affaires jusqu'en 2030, eh bien 6% ça paraît quand même ultra conservateur, et pour le coup ça nous amènerait à un prix d'achat optimal actuel de 195 $. C'est pourquoi j'ai ralloué de l'investissement. Si on est un petit peu moins conservateur, qu'on se dit peut-être 22 de price to free cash flow avec une croissance du free cash flow de 8%, on voit directement une sous-évaluation se créer de 26%, ce qui mènerait l'action à peu près à une performance de 16%. Donc là aussi, une performance plutôt intéressante, tout comme Adobe. Et évidemment, si on est beaucoup plus optimiste et qu'on repart du principe que les SaaS vont revenir en force comme elles l'étaient auparavant, on pourrait potentiellement se dire un price to free cash flow de 25 avec une croissance du free cash flow à peu près similaire au passé. Donc là, on a vu 28-25%, c'est quand même beaucoup. Mais si on regarde par rapport au chiffre d'affaires, on est à peu près à 13%. Donc on pourrait se dire peut-être quasiment, allez, on va dire 12% de croissance du free cash flow. Et là, pour le coup, on pourrait avoir peut-être 20, voire même 21% de performance par an sur son action si on achète aujourd'hui à un prix d'achat de 195 $. C'est pas forcément mon hypothèse d'investissement. Je pars pas du principe que les SaaS vont revenir à leur apogée, parce que les SaaS, ça a été trop souvent trop cher, comme on peut le voir juste ici. On a eu souvent sur Salesforce notamment des price to free cash flow à plus de 50, comme on le voit, une fois en 2020, une fois en 2016, une fois en 2014, etc. etc. Donc les SaaS qui étaient vraiment très 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 bien vus. Mais j'estime qu'aux alentours des 25, comme on peut le voir, c'est pas non plus un prix d'achat qu'on a eu très souvent, et que pourtant ça peut être très intéressant d'acheter sur ces prix-là. L'action suivante qu'on va regarder, ce sera évidemment Medpace. Medpace, donc 3 actions en portefeuille, tout comme le mois dernier, je n'ai pas fait de renforcement. Par contre, ça pourrait devenir le cas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est passé de 582 $, juste ici, à 460 $ de cours de l'action, ce qui fait que j'avais investi 900 $ qui avaient donné 1747, et aujourd'hui on est plutôt à 900 $ qui ont donné 1382, donc on voit quand même une très grosse perte. Mon PRU est similaire étant donné que j'ai pas fait de renforcement, mais par contre, comme vous pouvez le voir, on a 846 $ de gains contre actuellement 480 $, donc j'ai quasiment perdu la moitié de ma performance sur Medpace. On regarde un peu plus en profondeur. Medpace aujourd'hui c'est plus 50% de gains, donc j'avais touché au plus haut à peu près plus 100 et quelques pourcents, comme vous allez pouvoir le voir juste ici. On avait touché plus 107, 108% à peu près, et là par contre depuis on a perdu un gros pourcentage quand même, le plus bas étant à moins 37%, et actuellement on est plutôt aux alentours des moins 25, moins 30%. On voit que on a tapé cette borne basse du canal juste ici, comme on peut le voir, où on était monté, on a tapé la barre, et puis là on est redescendu. Donc est-ce qu'on va remonter ou est-ce qu'on va trouer et potentiellement redescendre à des prix très intéressants? Là est évidemment la question. C'est pour ça que je ne m'empresse pas de faire des renforcements, surtout qu'à côté de ça, on va le voir, on a quand même des entreprises qui sont bien plus intéressantes à l'heure actuelle, dont Salesforce et Adobe. Mais voilà, j'estime que Medpace c'est également une entreprise de qualité qui aujourd'hui se vend à un prix quand même beaucoup moins cher. On va le voir tout de suite avec un price to free cash flow de 20, sachant que sur les derniers jours, on avait atteint les 25, peut-être même 26 de price to free cash flow, sachant que moi je l'avais plutôt acheté aux alentours des 15-16. Donc 20 c'est peut-être encore un petit peu cher, c'est peut-être une valeur qui est assez intrinsèque, une juste valeur, mais c'est pas selon moi une opportunité du siècle qui pourrait être très intéressante pour un value investor quality GARP comme moi, c'est-à-dire de la qualité, donc des entreprises comme Salesforce, Adobe, Medpace, mais que j'achète à un growth at a reasonable price, c'est-à-dire une croissance à un prix raisonnable, donc des investissements de qualité à un prix raisonnable. Voilà. Donc aujourd'hui, Medpace, peut-être qu'à 18, 17, on commence à être sur des price to free cash flow intéressants. 20, 22, ça commence peut-être à être à une valeur un petit peu plus intrinsèque. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Donc toujours cette qualité premium chez Medpace, à part au niveau de la marge brute qui est un petit peu plus faible effectivement. Mais à part ça, au niveau de la valorisation, surtout si on rentre les tickers, on a des hypothèses quand même qui sont relativement intéressantes. Pour une mid-cap comme Medpace qui nous fait en règle générale plutôt 20% de croissance du free cash flow, 18 l'année dernière, et bien actuellement 10%
10% de croissance du free cash flow sur les 10 prochaines années, ça paraît quand même relativement ok, hein, ça paraît pas non plus extrêmement fou. Et un price to free cash flow de 18, on l'a vu, on a atteint des plus hauts. Sur les 20 dernières années, on a atteint plus de 18 et on est également atteint plus bas que 18. Donc ça reste une moyenne quand même assez faisable quand même. Et ben on est sur un prix d'achat à 445. Voilà. Donc si on remonte peut-être légèrement à 12% et peut-être à 20 de price to free cash flow, et bien là tout de suite on aurait une sous-évaluation. Moi j'estime quand même que 20 c'est peut-être un peu cher. Comme vous allez le voir, 20 on est souvent en dessous quand même. Voilà, on l'a atteint une fois, on l'a atteint deux fois. Auparavant on a toujours été aux alentours des 20 et là on l'a atteint seulement 3 fois au-dessus des 20. Donc voilà, moi je dirais plutôt 18, ça me paraît être plutôt ok. Et après c'est plutôt à jouer avec la croissance du free cash flow. Est-ce qu'on estime que 11% de la croissance du free cash flow, j'ai même envie de dire 10,5% de croissance du free cash flow, est-ce que c'est atteignable? Moi j'estime que oui. Maintenant, je dirais pas qu'on est sur du 15% de croissance sur free cash flow sur les 10 prochaines années et donc qu'on pourrait faire par exemple 16, voire même peut-être 17 voilà, de croissance de l'action, de performance. Donc voilà, j'estime qu'aujourd'hui on est sur une fair value de l'entreprise. Si on estime que 10-11% c'est faisable, voilà, on est plutôt sur une fair value, peut-être très légèrement sous-évalué, mais c'est pas non plus l'opportunité du siècle. Par contre, ça pourrait être effectivement un achat si, comme je vous le disais, eh bien, on casse cette descente et qu'on arrive plutôt aux alentours des 350, peut-être même 400 $, ça pourrait être des prix qui commencent à devenir très intéressants avec des price to free cash flow qui sont plutôt aux alentours des 15-16 comme eh bien, je l'ai acheté auparavant aux alentours des 300 $. Et là, pour le coup, ça pourrait être effectivement très intéressant. On voit que l'action était descendue, que j'ai acheté quasiment au plus bas et remonté. Bah, effectivement, ce serait bien que l'action redescende, que l'action stagne un petit peu, que j'achète sur ce plus bas et qu'ensuite elle remonte. Tout comme, eh bien, on l'a eu ici, ça me permettrait d'augmenter cette part de mon action. Parce que c'est vrai que 900 $ sur une action qui a fait x2, bah, en fait, ça n'a pas tant pesé sur ma performance et c'est un peu dommage. J'avais pas pu plus acheter à ce moment-là. Et c'est surtout qu'on était tellement sur une période baissière qu'on pouvait s'attendre potentiellement à un prix qui descende encore un petit peu plus bas. On l'avait eu notamment à peu près à 250 $ ici. J'aurais peut-être aimé l'acheter aux alentours des 250 $ à peu près sur cette période-là, à peu près en juillet-août 2025. Quoi. Donc en tout cas, Medpace qui peut également être une très belle opportunité. On continue la review de mon portefeuille avec Qualis. Qualis, donc que j'ai acheté nouvellement également. Donc on était à 10 actions pour une valeur de 1266 $ investis. On est désormais à 16 actions pour 1904 $ investis, donc pas encore 200 $, enfin 2000 $, pardon, mais presque 2000 $. On a par contre bien chuté, ça fait très mal effectivement. On était en positif à 52 $ de plus-value. Aujourd'hui, on est passé donc de 131,90 à 97 $ l'action, donc ça fait très très mal et on a du coup une moins-value de 349%, donc également des grosses douleurs, même si ma valeur boursière est passée de 1319 à 1555 $ avec un PRU de 127 à 119 comparé à l'action à moins 97, 119 comparé à l'action à 97 $. Effectivement, ça fait quand même assez mal. On voit que l'entreprise a quand même vachement diminué. On va se mettre en daily, ce sera un petit peu plus simple, avec une sous-performance de moins 18, sachant qu'on était en positif à la base. Donc voilà, effectivement, ça fait mal, clairement. Mais on voit que l'entreprise, en fait, on était à peu près donc en mi-janvier, mi-février. Voilà, donc on était à peu près sur ces dollars-ci, à peu près, quand j'ai fait ma vidéo le mois dernier. Et eh bien, on a eu une très grosse baisse, quasiment sans arrêt. On a, comme vous pouvez le voir, cassé cette borne basse qui fait donc toute cette ligne là et petit à petit on est en train potentiellement de re-rentrer dedans. On voit aujourd'hui qu'on est à plus de 67. Si on zoome un petit peu, effectivement, hop là, pardon, on voit que eh bien on remonte tranquillement. Donc est-ce qu'on va la toucher pour redescendre ou est-ce qu'on va toucher pour re-rentrer? Ce serait quand même plus intéressant. Moi, comme vous avez pu le voir, j'ai acheté à peu près aux 100 $, donc sur la borne basse, en espérant évidemment qu'il y ait un rebond plutôt classique, plutôt technique. Mais voilà, l'action a continué de chuter, ce qui n'est pas un problème pour moi. J'estime que l'entreprise, eh bien, suite à ces résultats qui sont plutôt bons, j'ai fait d'ailleurs une vidéo qui est sortie il y a quelques jours sur les résultats de Qualis, j'estime que ces résultats étaient plutôt bons, un petit peu décevants au niveau de la croissance, mais ça reste une entreprise que j'ai pas achetée pour sa croissance, mais plutôt pour sa qualité et encore une fois pour sa valorisation. Même principe, aujourd'hui, Qualis,
on est sur une entreprise qui se vaut extrêmement peu cher, hein, 11 de price to free cash flow. Donc quand on achète une action comme Qualis avec des marges qui sont extraordinaires, une croissance qui est également relativement intéressante comme vous pouvez le voir, et également voilà, des retours sur investissement bons, des rachats d'actions, une bonne gestion de l'entreprise et une performance à 10 ans de à peu près 13% par an, bah pour le coup effectivement c'est vrai que 11 de price to free cash flow c'est également une opportunité en or selon moi, et j'aurais aimé potentiellement en avoir un petit peu plus à ce prix là, sachant que mes premières actions ont plutôt été achetées aux alentours, moi je dirais des 16 de price to free cash flow. Si on regarde le 29 octobre, moi j'ai acheté voilà, le 13 octobre, donc c'était très légèrement avant. Donc si on regarde ça, le 13 octobre, oui c'était à peu près ici, donc sur un price to free cash flow d'à peu près 18, donc encore peut-être un peu cher, on était plutôt sur une fair value. Le fait est que si on observe la valorisation, et bien tout comme les autres entreprises, on voit que actuellement, alors pour avoir un prix d'achat optimal à peu près aux alentours des 97 $, il faudrait potentiellement, alors si on regarde 3, voilà, il faudrait 12 de price to free cash flow et 3% de croissance du free cash flow sur les 10 prochaines années, ce qui est extrêmement faible, hein. Aujourd'hui, la croissance du chiffre d'affaires, oui, a diminué, a ralenti sur Qualis, mais déjà, c'est pas sûr et certain que ce soit une croissance qui ralentisse à l'infini. Oui, on a un marché saturé, mais ça ne veut pas dire qu'on a un marché qui va s'arrêter de croître. Et en plus de ça, 3% de croissance du free cash flow, c'est quand même très très faible pour une entreprise qui augmente ses marges. Ça voudrait dire une croissance du chiffre d'affaires sur les 10 prochaines années d'à peu près 1 ou 2%, ce qui est quand même extrêmement faible. Donc voilà, moi je mettrais plutôt des critères, donc on va dire à peu près de 15 fois le free cash flow, ce qui, eh bien comme on peut le voir sur la moyenne sur 20 ans, est quand même extrêmement faible, hein. Le plus faible qu'on avait touché sur les 20 dernières années, c'était 18. On n'avait jamais atteint en dessous de ces 18, hein. On était descendu donc récemment aux alentours des 15-16, mais voilà, 18 c'était vraiment le minimum qu'on avait eu. Et en plus de ça, au niveau de la croissance du free cash flow, si déjà au minimum on met par exemple 5% de croissance du free cash flow, ce qui ne change pas non plus énormément la donne, et ben on est quand même sur une entreprise qui est 20% sous-évaluée avec des critères qui paraissent quand même ultra conservateurs, et ça nous donnerait potentiellement une croissance de allez, 16% de notre action, c'est ça, 16% par an de notre action si on achète à 97 $. Si on s'estime un petit peu plus gentil avec potentiellement un price to free cash flow à 18 et une croissance du free cash flow à 8%, là on serait sur une sous-évaluation de 50%, ce qui nous mènerait potentiellement à 20% de performance par an sur l'action, avec notamment un prix d'achat, comme vous pouvez le voir, hein, à peu près de 148 $. Voilà. Sachant que, comme on l'avait vu, mon PRU aujourd'hui est à 119 $. Donc, pour le coup, je ne suis pas sûr que cette sous-performance de 18% dure indéfiniment. Je pense que c'est vraiment l'action qui a subi un gros trash suite à des résultats un petit peu décevants pour la plupart des investisseurs. Plutôt OK pour moi. Et donc, potentiellement, j'estime que, eh bien, comme vous pouvez le voir, mon prix qui est au plus bas de ce canal rose également, hein, comme vous pouvez le voir, eh bien, donc sur toute cette borne-là, hein, c'est à peu près ici qu'est mon prix d'achat. Eh bien, j'estime que c'est quand même plutôt intéressant, surtout que, vous voyez, on est plutôt sur un gros support tout ici, hein, voilà, un espèce de range avec une grosse montée ici également. Avant de passer à la performance de mon portefeuille, on va regarder la dernière action en date que j'ai achetée ce mois-ci, du coup, hein, le mois de février, qui est une toute nouvelle action, hein. Comme vous pouvez le voir, je n'avais pas cette action en portefeuille, et aujourd'hui, j'en ai 3 positions pour un prix actuel de 436 $, soit eh bien 1208 $ d'acquisition, une surperformance de quelques pourcents, hein, donc actuellement une PNL de 100 $, donc une plus-value de 100 $, ce qui me donne à peu près 1309 de valeur boursière pour un PRU de 403 $. Donc si on regarde un petit peu plus dans l'analyse, hein, Intuit, pour rappel, j'en ai fait une vidéo encore une fois où j'ai présenté ces résultats, n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas également, si vous souhaitez une analyse complète de cette entreprise sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, voilà, Intuit qui fait actuellement de la fiscalité pour les Américains et également des logiciels de gestion d'entreprise, tout ce qui est les paiements, tout ce qui est la trésorerie, la gestion des clients, des salariés, etc. Donc comme vous pouvez voir, une action qui a énormément perdu, j'ai envie de dire quasiment d'un seul coup. On voit que entre le début de l'année et aujourd'hui, on a perdu au plus bas 49% et actuellement 36%, ce qui est quand même plutôt énorme. On a eu d'ailleurs les résultats assez récents qui étaient plutôt positifs, hein. On a augmenté depuis, hein, on a repris un petit peu de pourcentage, mais voilà, hein, en tout cas des plus hauts à actuellement, on est à peu près sur du moins 46% et on était descendu jusqu'à moins 57% quasiment. On est dans cette borne basse que j'ai acheté au plus bas actuellement.
actuellement. Vous voyez que j'ai acheté à 400 $ et directement après, hop, on est remonté très très vite en espérant évidemment qu'on réatteigne potentiellement cette borne basse pour ensuite faire des petits gris-gris à l'intérieur. D'un point de vue fondamental, on est sur une entreprise de très belle qualité, hein, clairement, quasiment l'une des plus belles entreprises de mon portefeuille, comme vous pouvez le voir, avec des excellentes croissances, des excellentes marges, qu'elles soient brutes ou de free cash flow, des excellents ROC to free cash flow, donc des retours sur investissement de qualité et également des rachats d'actions récents qui n'étaient pas le cas du coup il y a 5 et 10 ans mais qui désormais sont le cas. On a également une très bonne gestion d'entreprise avec assez peu de SBC, assez peu de CAPEX, une dette qui n'est pas réellement existante, hein, 0,3 années seulement pour rembourser la dette nette par rapport au free cash flow et une performance sur les 10 dernières années de 16,7%, donc très belle performance de l'action qui nous donne à côté de ça une valorisation très intéressante comme vous allez pouvoir le voir. Alors moi je l'ai acheté à 400 $, donc on va plutôt s'intéresser au prix auquel je l'ai acheté plutôt que maintenant parce que n'empêche depuis que elle est tombée de ses plus bas on a pris 25% déjà et moi depuis on a pris 9%. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Intuit, si on remplit un petit peu tous les critères, aujourd'hui 400 $, ce serait à peu près 18 de price to free cash flow et potentiellement 9% de croissance. On aurait également peut-être 20 de free cash flow et 8,5 ou peut-être 7,5 pardon, de price to free cash flow. Pour une entreprise qui croît de plus de 10% par an, là actuellement on a des prévisions 2026 à hauteur de 14-15% de croissance du free cash flow, pour le coup prendre 7,5 c'est quand même la moitié, ce qui est quand même ultra conservateur. Donc voilà, on pourrait mettre beaucoup plus, hein, potentiellement, on pourrait mettre peut-être 22 de price to free cash flow parce que, comme on va pouvoir le voir, Intuit, c'est une entreprise qui s'est toujours valorisée très cher. Là, actuellement, on est à 17, ce qui n'est pas non plus un prix d'achat ultra bas comparé à Adobe ou Salesforce, mais comme vous pouvez le voir, j'ai un coût d'acquisition de 1210 $ seulement, donc on est loin de la position de Salesforce à 2008 et de la position d'Adobe à 3004, mais voilà, ça reste quand même un prix d'achat qui est important, surtout sur un investissement lump sum, c'est-à-dire une grosse somme d'un coup. Et comme on peut le voir, du coup, donc on est actuellement à 17, mais si on regarde les 20 dernières années, on voit qu'on a été quand même assez rarement sous les 20 depuis 2014, on ne l'a jamais été, et avant 2014, donc avant qu'on soit réellement un logiciel SaaS, donc on était plutôt sur des licences que du coup des abonnements récurrents, on était à peu près aux alentours des 15, ouais, 15-20, on tournait dans ces eaux-là. Donc pour le coup, mettre 18 alors qu'on est actuellement sur des abonnements, ça me paraît assez faible. Donc mettre 22, ça paraît ok. Et on pourrait potentiellement estimer très gentiment une performance de 9% du free cash flow. Et là, pour le coup, voilà, on serait au-dessus du prix d'achat actuel. Pas sur une sous-évaluation extraordinaire qui nous ferait faire 25%. Hein. Si on fait 25%, vous voyez qu'on a 50% de surévaluation. Mais voilà, c'est quand même déjà une performance qui est assez intéressante. Et si on est encore plus optimiste et qu'on estime que la croissance du free cash flow va pas trop ralentir sur les prochaines années, parce que comme je vous ai dit, on est à peu près à 14-15% de croissance sur l'année 2026. Donc si on se dit que ça ralentit, mais pas si vite que ça, on pourrait peut-être taper 12% de croissance du free cash flow. Et là, on aurait une sous-évaluation par contre de 30%. Pour, je vous le confirme, une hypothèse beaucoup plus optimiste, mais ça reste quand même une hypothèse faisable qui nous permettrait du coup d'avoir potentiellement une performance de 16% de croissance sur son action tous les ans à partir d'un prix d'achat donc de à peu près 437 $ actuellement. Donc voilà, une entreprise de très belle qualité que j'ai acheté à un prix très intéressant. J'estime que la part de l'entreprise est assez faible quand même dans le portefeuille, on va voir ça tout de suite, mais même si elle est faible, elle n'est pas forcément problématique parce qu'on aurait pu avoir une action qui redescend encore et encore à des prix potentiellement inférieurs. Voilà, parce qu'actuellement, mine de rien, on est à moins 56%. Mais si on regarde Adobe, on est quasiment sur du moins 60, moins 70%. Donc on aurait pu redescendre encore un peu plus bas et potentiellement faire un gros rachat d'actions un peu plus faible, un gros renforcement de l'entreprise. Mais voilà, là actuellement l'entreprise est repartie à la hausse. Pour l'instant, je ne renforce pas, j'estime que le prix n'est pas non plus suffisamment une belle opportunité pour cela. Et là pour le coup, évidemment, j'hésiterai pas à racheter du Intuit. Intuit qui, comme je vous l'ai dit, historiquement, c'est quand même vendu assez cher. Hein. Je vous rappelle qu'on était à 812 $ en mi-2025. 812 $, c'était quand même 38 fois le price to free cash flow, ce qui est déjà très élevé. Donc pour résumer la composition de mon portefeuille, on va donc remplir mon tableau. Alors hop, on va se mettre ça de côté, on va mettre Interactive Broker de l'autre. Donc Adobe, on avait une taille de 2639, aujourd'hui on est plutôt sur une taille de 2714,40 $.
on va bien mettre les virgules. Salesforce, on était à 2116, on est à 2375,76 $. Medpace, on était à 1747, on est à 1388,58 $. Et Qualys 1319, on est désormais à 1555,04 $. Et sachant que Intuit, on est à 1310,01 $. Voilà, donc la composition de mon portefeuille, la voici. On va juste changer le cash qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, je vais rajouter ça. Le cash est de 1766 $ contre, eh bien, 15 € seulement à l'époque. Donc, j'ai encore énormément de cash. J'ai rajouté du cash que je vais pouvoir potentiellement investir dans de futures opportunités. Et donc, si on rajoute également ce cash de 1766,34, eh bien, on tombe sur cette composition de portefeuille. Donc actuellement, Adobe représente à peu près 24% du portefeuille, donc quasiment un quart, une grosse conviction, mais au final, sur 5 actions, c'est pas une si grosse conviction que ça. Salesforce, 21%, un cinquième de mon portefeuille sur 5 actions, donc ça paraît relativement ok. 12,5% de Medpace, 14% de Qualys, 11,8% de Intuit et à peu près 16% de cash que je peux allouer du coup dans une nouvelle opportunité. Alors potentiellement une opportunité que je vais pouvoir fortement accélérer, c'est-à-dire mettre directement 1766 $ sur une action très sous-évaluée. Ce serait possible, surtout avec la guerre actuelle qui peut offrir de très belles opportunités sur le marché, hein, malheureusement entre guillemets j'ai envie de dire. Et à côté de ça, je pourrais également faire d'autres renforcements sur ces actions-là. Par exemple, prendre une partie des 1700 $ et l'allouer une partie par exemple sur Medpay si on continue de descendre et une partie sur Intuit si on reprend la descente également. Voilà. Donc à l'heure actuelle, voici la composition de mon portefeuille. On termine cette vidéo par un comparatif de ma performance comparée au S&P 500 et au ETF World. Donc si on le regarde actuellement sur le mois, eh bien effectivement grâce à cette performance des logiciels SaaS ces 2-3 derniers jours, eh bien je suis à plus 1,5%, là où le marché est quand même très stagnant, ce qui est pas forcément une bonne chose, mais voilà. Sur l'année, on est à moins 21,68%, effectivement, encore une fois face à cette SaaS apocalypse, et 2% pour le MSCI World et 0,5 pour le S&P 500, donc stagnation vraiment de la performance au niveau des ETF, contre moi une très grosse baisse qui fait quand même assez mal, mais comme vous pouvez le voir, je suis confiant, j'estime que mes actions sont quand même très sous-évaluées par rapport à ce qu'elles devraient être, et pour le coup, depuis le début du S&P 500, on va le voir, le S&P 500 a fait 16,90%, le ETF World a fait 13,85% et mon portefeuille a fait moins 11%. Pardon. Alors attention, on parle du début depuis mai 2025, donc depuis le jour où j'ai créé ce portefeuille. Voilà. Donc je ne surperforme pas ce portefeuille à l'heure actuelle, avec ceci, comme vous pouvez le voir juste ici. En bleu, on a ma courbe qui, comme vous pouvez le voir, est plutôt similaire avec le S&P 500 et le World, sur la plupart du temps. Et par contre, depuis le début de l'année, hein, vraiment, mi-janvier, où on a vraiment eu cette SaaS apocalypse qui nous a fait cracher les logiciels SaaS, dont j'en ai quand même 4 en portefeuille. Hein, donc voilà, c'est normal qu'il y ait quand même des problèmes dans mon portefeuille. On voit qu'on a eu une très grosse chute. J'estime que c'est une chute qui n'est pas problématique. Hein. Sur du long terme, c'est totalement faisable qu'on reprenne de la performance. C'est d'ailleurs le cas, hein, comme on peut le voir sur le mois de mars. On voit qu'il y a quand même une très grosse surperformance par rapport aux principaux indices. On voit la grosse montée comparée à la stagnation plutôt des deux indices. Mais voilà, actuellement, je ne suis pas en panique non plus. Ce que je vois, c'est que ma sous-performance est réelle, mais sur le long terme, je pense que c'est une performance que je peux aller récupérer assez facilement et je pense que je peux même battre les indices plutôt facilement si mes entreprises gèrent bien comme il faut mes tests d'investissement et leurs résultats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si votre performance est positive ou non et si vous avez une de ces 5 entreprises dans votre portefeuille. C'était Antoine, ciao.